Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du recueil Sillage, publié par René Vivien en 1908. En l'occurrence, il s'agit du 19e poème du recueil, intitulé Enseignement. René Vivien, aussi surnommé la Sappho 1900, en référence à son talent d'écriture et à la reprise du vers saphique, hérité de la poétesse de l'Antiquité, mais aussi, évidemment, par une autre caractéristique qu'elles ont en commun, à savoir leur homosexualité. René Vivien est ainsi une autrice dont la renommée est relativement sulfureuse dans l'époque de son édition. Dans le poème Enseignement, elle traite de la figure des sorcières qui sont chassées de par le monde alors même qu'elles ne comprennent pas la raison du fait qu'elles doivent fuir. Je passe ainsi à la lecture du poème. Tu veux savoir de moi le secret des sorcières ? J'allumerai pour toi leur nocturne lumière et je t'apprendrai l'art très simple des sorcières. Les sorcières ne sont vivantes que la nuit, elles dorment pendant le jour, leur regard fuit, n'étant habitué qu'à l'ombre de la nuit. Les sorcières ont des âmes calmes et noires, les astres leur sont moins étranges que les foires, le feu des mondes, lui, en leurs prunelles noires. On le voit, le poème met en scène progressivement une chasse aux sorcières, et ce sont donc ces sorcières, précisément, qui sont visées par les gens qui veulent les expulser. Cependant, ce poème est aussi écrit du point de vue de ces sorcières. En cela, il va expliciter les raisons de l'ostracisme, raisons qui paraissent incompréhensibles. En cela, nous commenterons le texte en suivant cette problématique. Que vise-t-on lors des chasses aux sorcières ? Pour répondre à cette question, je traiterai mon texte en 4 parties. Une première à la strophe 1 dans laquelle nous aurons l'adresse au lecteur, puis la définition des sorcières aux strophes 2 et 3, la perception qu'ont les gens des sorcières aux strophes 4 et 6, et enfin la vie des sorcières aux strophes 7 à 10. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une adresse, comme le montre l'usage de la deuxième personne du singulier « tu ». Il s'agit ici d'un dialogue entre le « tu » et le « je » présent au vers suivant « j'allumerai ». Simplement, cette deuxième personne va être présente dans le premier vers et la deuxième personne dans le deuxième vers au travers des pronoms disjoints. Tu veux savoir de moi, j'allumerai pour toi. Il s'agit ainsi d'une conversation impliquant une relation entre le locuteur et l'auditeur, auditeur qui chercherait ainsi à mieux comprendre ce fameux secret des sorcières, le secret étant réduit au vers 3 à l'art très simple. Il s'agit alors d'opposer au champ lexical de l'obscurité, secret et nocturne, puisque secret en latin se dit obscura, le champ lexical précisément de la lumière, j'allumerai et lumière. Il s'agit ici alors d'un processus d'élucidation, étymologiquement de mise en lumière, qui permettra de réduire l'oxymore, nocturne-lumière, à une explication très simple au vers 3. La relation entre le « je » et le « tu » se met en scène alors dans la constitution d'un chiasme « tu, moi, je, toi », chiasme redoublé dans le troisième vers « tu, je, te ». Les rimes suivies vont ainsi constituer comme une invitation à suivre la démarche d'exposition qui s'amorce. Je passe ainsi à la deuxième partie qui s'ouvre sur une anadiplose. La fin du vers 3 des sorcières est reprise au début du vers 4, les sorcières. Il s'agit ainsi de remettre au début ce qui était relégué à la fin, précisément de réhabiliter la figure de la sorcière qui a été chassée. Cette figure va être caractérisée là encore par un certain nombre de paradoxes. Elles ne sont vivantes que la nuit, ce qui s'explicite au vers 5, elles dorment pendant le jour, constituant ainsi un chiasme, vivante, nuit, dorment, jour. Ce chiasme pourrait modéliser précisément une embrassade, puisque le chiasme est formé sur le même modèle que des rimes embrassées. La vie nocturne des sorcières pourrait être ainsi interprétée de 2 points de vue. Premièrement, un rejet dans l'ombre, elles sont chassées du jour, mais aussi une habitude de la nuit qui, couplée à la figure du chiasme, pourrait relever d'une connotation sexuelle. On passe ainsi de l'anadiplose à l'anaphore, qui institue le cycle des figures de style, métaphorisant la simultanéité du même et du différent. En effet, entre le vers 4 et le vers 7, ce sont bien les mêmes mots, mais qui ne sont pas utilisés dans la même figure de style. Le système des oppositions continue avec les adjectifs calme et noir,
qui ne sont pas des antithèses a priori, mais dont les références sémantiques semblent plutôt opposées. La périphrase reprenant les astres par le feu des mondes vient instituer, là encore, cette reprise du même en différent, ce qui va se confirmer par l'étude des rimes, qui sont effectivement des rimes suivies. Dans chaque strophe, ce sont les 3 mêmes rimes. Simplement, ces rimes suivies sont constituées de 2 mots identiques et d'un mot différent. C'est toujours la présence de la différence et de l'identité simultanée. On retrouve la présence du champ lexical du feu et de la lumière, avec luire qui reprend le verbe allumer du vers 2, et toujours cet oxymore ou ce paradoxe entre le début et la fin du vers 9. L'adjectif étrange instaure dès cette deuxième partie l'idée d'étrangeté ou l'idée d'étrangéité qui sera développée dans la partie 3 à laquelle je passe maintenant. La strophe numéro 4 oppose fortement le pronom on indéfini et le pronom elle désignant les sorcières. Cette opposition des pronoms étant intéressante puisque à travers la singularité du on, c'est aussi une généralité de la perception qui est définie. Il s'agit ici de la perception générale que on, en d'autres termes tout le monde, a des sorcières. Cette massification de la perception se retrouve par le fait que le pronom on est présent 4 fois, là où le pronom elle n'est présent que 2 fois, instituant de fait les sorcières en infériorité numérique. Simplement, ce rejet est incompréhensible, comme le montre la reprise en parallélisme au vers 12. Cette incompréhension étant métaphorisée, là encore, par le système des négations qui met en scène cette illusion de différence. Le on est construit avec le forclusif pas, le elle est construit avec le forclusif point. Là encore, toujours la même idée, mais exprimée de manière différente. Nous sommes véritablement dans l'illustration d'une différence purement illusoire. Le locuteur aborde alors la question du bien et du mal qu'il va s'agir de redéfinir, le mot mal étant mis à la rime avec le mot anormal, instituant de fait le bien comme la correspondance à la norme et le mal comme l'inadéquation à cette norme. On observe toujours le système d'opposition, chacun qui reprend on et ces êtres-là qui reprend elle, la périphrase marquant une infériorisation. Simplement, il s'agit bel et bien d'une perception générale qui n'est pas fondée, comme le montre le vers 15, notamment à travers l'adjectif inoffensif qui va constituer comme un pléonasme avec le deuxième hémistiche. La strophe 6 va alors accentuer la raison de l'ostracisme. Ces femmes sont les maudites étrangères. Il s'agirait quasiment là d'une citation de ce fameux « on » qui viendrait justifier le fait qu'on les chasse. On passe ainsi de leur étrangeté à leur étrangéité qui devient le moteur du rejet. Simplement, cette étrangéité est bel et bien effective, comme le montrent les vers 17 et 18, opposant le monde épais du on et les âmes légères des sorcières, instaurant ainsi leur aliénation aux lois du monde. À travers la référence aux lois auxquelles elles sont étrangères, les sous-entendus amoureux voire sexuels qui précédaient peuvent être reprécisés dans le cadre d'une sexualité considérée à l'époque comme anormale, à savoir l'homosexualité, établissant ainsi une correspondance entre le je et l'autrice, René Vivien. Je passe ainsi à ma dernière partie qui va confirmer progressivement ce pressentiment. En effet, vont se multiplier ici les références amoureuses et les figures de l'embrassement. C'est bien leur cœur qu'elles cachent au dur regard du jour, le cœur étant le siège de l'amour, et ce cœur étant constitué, en termes de versification, comme un rejet. C'est bien leur amour qui est rejeté et qu'elles doivent cacher. On continue les systèmes de paradoxes avec leur haine triste et leur triste amour qui viennent confirmer cette relation paradoxale puisque opposées, haine et amour étant des antithèses, mais reliées par l'usage du même adjectif triste. De la même manière, par sa position postposée puis antéposée, les deux termes fonctionnent comme un chiasme, modélisant, là encore, l'étreinte amoureuse. Le vers 21 va alors établir une identité entre l'âme et la beauté du jour si l'on considère l'indifférence au sens propre, c'est-à-dire l'absence de différence. Les derniers vers mettent en scène une défaite que l'on voit à travers l'adjectif vaincu
à travers le verbe s'éteindre, mais cette défaite peut toujours être lue comme une métaphore de la sexualité, puisque les musiques vécues peuvent désigner les cris de jouissance, confirmés par la périphrase « le faible appel des vaincus », qui est une métaphore que l'on retrouve dans d'autres poèmes de René Vivien, et qui s'éteindrait du coup lorsque le jour arrive. Dans ce cadre-là, alors, l'identité des trois vers en termes de rime, mais la différence des mots à la rime, viendrait métaphoriser cette homosexualité, de même que la variation en polyptote du terme vaincu, d'abord utilisé comme adjectif, puis en nom. Toujours cette même idée de l'identité et de la différence simultanée. Les musiques évoquées au vers 23 vont se caractériser plus précisément par l'idée du luth au vers 26, qui fait référence ici directement à Orphée, instaurant alors un rapport poétique entre les sorcières et le monde, qui serait ainsi capable de jouer de l'univers, produisant, là encore, un doux sanglot. On retrouve toujours la figure de l'oxymore, caractéristique des sorcières et de l'incompréhension qu'elles suggèrent. On retrouve encore le mot indifférent, qui peut être entendu, là encore, comme un rejet de la différence. Tout leur est indifférent, c'est-à-dire qu'elles acceptent tout, contrairement à ceux qui les rejettent. Le poème s'achève alors sur une mise en scène d'une mort quasiment paradoxale, puisque revendiquée, avec le verbe choisi, une mort métaphorique, une mort sociale, comme le montre l'adjectif solitaire. L'adjectif « là », pour sa part, pourrait ainsi constituer un hypallage, puisqu'il qualifierait moins le songe que les sorcières elles-mêmes. Lassées du monde, elles font le choix de se retirer. Que vise-t-on lors des chasses aux sorcières ? Tout d'abord, évidemment, ce sont les femmes qui sont visées par ces chasses aux sorcières. Simplement, ces femmes vont être revalorisées et redéfinies à l'intérieur de ce poème. Les femmes qui sont visées sont en particulier celles dont le comportement est jugé anormal, c'est-à-dire extérieur à la norme. Mais ce sont aussi celles dont le comportement est jugé étrange. Et on pourrait élargir le questionnement en montrant que les chasses aux sorcières visent avant tout au rejet de l'étranger de manière générale. Or, ce caractère étranger est dénoncé comme une illusion par le poème, notamment par le biais de la versification. Ces femmes qui sont visées sont aussi caractérisées par leur amour, comme le montre l'absence de mauvaises intentions, les références permanentes à la beauté et le sous-texte sexuelle, ce qui pose le problème de l'homosexualité féminine dans le contexte de création. Enfin, les femmes qui sont visées sont caractérisées par leur vision poétique du monde, comme le montre la référence à Orphée et toute la dynamique mystique qui gravite autour de la figure des sorcières. En réalité, de manière générale, dans ce texte, ce qui est mis en scène, c'est l'histoire d'une panique morale dont les incompréhensions mutuelles vont être représentées par la multiplication des oxymores et des paradoxes. En réalité, plus que de sorcières, le poème parle avant tout de l'autrice elle-même et de l'ambiguïté de la perception qu'a d'elle la société qui lui est contemporaine. Une société qui oscille entre admiration et rejet de celle qu'on surnomme la Sappho 1900. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de l'expression de la négation du vers 13 à 15. Les mots bien et mal étant des termes antinomiques, ils constituent de fait la négation de l'un par l'autre, mais ils ne relèvent pas, strictement parlé, de l'expression de la négation, puisque les antithèses ne relèvent pas d'une construction syntaxique de la négation, mais uniquement d'une construction sémantique de celle-ci. Pour ce qui est de la construction de la négation, il faut distinguer les constructions proprement syntaxiques et les constructions d'ordre lexical. Nous avons des exemples de ces deux types dans notre extrait. Je commence par les constructions syntaxiques, qui sont en l'occurrence deux constructions syntaxiques verbales, deux constructions très classiques, en l'occurrence une construction bitensive, puisque les négations sont toutes les deux introduites par un discordantiel, le N', donc ne et l'idée devant initiale vocalique, est constitué d'un forclusif qui encadre le verbe que ou point. Ainsi, ces êtres-là n'ont que le tort d'être anormal, possèdent une portée exceptive, là où leur cœur inoffensif n'a point conçu le mal, constitue une négation totale.
Pour ce qui est des négations lexicales, elles se construisent de manière différente puisqu'elles se construisent par ajout d'un préfixe négatif devant le mot à nier. Nous en avons deux occurrences là encore, anormal et inoffensif. Le préfixe a venant nier l'adjectif normal, désignant ainsi ce qui est en dehors de la norme ou contraire à la norme, et le préfixe un venant nier l'adjectif offensif, lui donnant ainsi le sens qui ne commet pas d'offense.